Bienvenue sur le compte Instagram de Libération. Aujourd'hui, on est là pour vous parler des midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis. J'étais jusqu'à il y a quelques mois la correspondante aux États-Unis du journal Libération. Nous allons être en communication avec mon collègue Frédéric Autran, qui est actuellement en Arizona et qui était le précédent correspondant aux États-Unis que j'ai remplacé donc en 2017. Et notre actuel correspondant Julien Gester est quelque part dans la Rust Belt en ce moment. Donc voilà, il nous prépare des papiers pour ce week-end, donc on ne lui parlera pas aujourd'hui. On est donc là pour vous parler de ces élections qui ont lieu tous les 4 ans, qui sont une spécificité américaine. Donc midterms, mi-mandat, comme son nom l'indique. Il s'agit d'une élection qui a lieu à la moitié du mandat présidentiel, qui dure 4 ans aux États-Unis. Donc là, celles-ci ont lieu mardi prochain, le 8 novembre. Là, on doit retrouver Fred, mais il n'a pas l'air de pouvoir participer. Et donc, le concept de ces élections, c'est le renouvellement de l'intégralité des sièges de représentants à la Chambre, donc une des deux chambres du Congrès. Il y a 435 sièges à renouveler. Et un tiers des 100 sièges du Sénat. Donc le Sénat, c'est une chambre très importante aux États-Unis. Et chaque État américain a 2 sièges à la chambre. Voilà, nous avons retrouvé Fred depuis sa chambre d'hôtel à Tucson en Arizona. Salut Fred. Salut, ça va? Voilà. Ouais, on est en train de découvrir ta belle chambre de motel derrière. Voilà, toujours un grand plaisir de reportage, les chambres d'hôtel américaines. Ouais, on discutait précédemment de la qualité des moquettes et de l'art dans les motels américains, qui est une grande passion que nous partageons tous les deux. Alors Fred, là, tu es à Tucson, en Arizona. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est un État qui t'a intéressé? Pourquoi tu as décidé d'aller passer quelques jours en amont des élections de mi-mandat dans cet État du sud des États-Unis? Alors, il y a plein de raisons. La première, c'est évidemment pourquoi avoir choisi l'Arizona pour les élections de mi-mandat, parce que le scrutin qui va se passer en Arizona est particulièrement intéressant, notamment pour les candidats républicains qui ont été choisis, c'est-à-dire qui ont gagné le processus des primaires, où il y a plusieurs candidats qui incarnent différentes franges du Parti républicain qui se présentent et qui concourent dans une primaire. Et ceux qui ont été choisis sont vraiment des candidats qui sont très pro-Trump et qui reprennent tous notamment cette rhétorique de l'élection volée en 2020 à Donald Trump face à Joe Biden. Et donc, on a trouvé que c'était intéressant d'aller dans cet état-là pour essayer de sonder un peu cette frange du parti qui est majoritaire aujourd'hui et qui entend entretenir l'héritage de Donald Trump, y compris dans cette portion de contestation de l'élection de 2020, alors que l'élection a eu lieu il y a 2 ans, que la prochaine présidentielle aura lieu dans 2 ans. Donc ça, c'était vraiment la raison première pour laquelle on a choisi l'Arizona. Et ensuite, il y a plein de sujets en Arizona qui sont vraiment intéressants, notamment sur le côté de l'immigration, puisque c'est un des États frontaliers du sud des États-Unis, qui a donc une longue frontière avec le Mexique. Comme le Texas, comme le Nouveau-Mexique, comme la Californie. Et voilà, il se trouve que cette année a vécu un nombre d'arrivées record d'immigrés depuis la frontière mexicaine. Et donc, c'est un sujet très présent dans la campagne. Et ces derniers jours, j'étais d'ailleurs pas mal à la frontière, dans le désert. Je suis passé du côté mexicain aussi pour traiter de ce sujet. On en parlera dimanche dans Libération. Mais voilà, c'est un sujet important de campagne qui est cher aussi à Libé parce que c'est une thématique qui nous parle. Donc il y avait voilà, c'était ces deux principales raisons qui nous ont poussé à choisir l'Arizona. Alors justement, sur cette thématique de l'immigration, tu me disais que toi, tu avais été surpris de l'ampleur que le sujet prenait électoralement dans la région. C'est vrai que depuis quelques mois, nous, les sujets de campagne qu'on anticipait, c'était plutôt l'économie, avec l'inflation galopante que subissent les Américains ces derniers mois. C'était l'emploi, c'était l'avortement, qui est un sujet qui a été beaucoup utilisé dans les publicités de campagne des démocrates pour mobiliser notamment le vote des femmes, le vote des jeunes. Mhm. Mais là, toi, ce que tu dis, c'est qu'en allant le long de la frontière ou dans les États limitrophes,
la question de l'immigration est vraiment brandie comme un argument numéro un de campagne par les Républicains. Comment est-ce qu'ils articulent ce discours-là dans un contexte où on n'avait pas l'impression que c'était un sujet aussi important? Bah, en fait, c'est vrai que j'ai été frappé. C'est marrant parce qu'il faut comprendre que quand on arrive aux États-Unis, en tant que journaliste, le premier soir, quand on débarque avec le jet lag un peu fatigué, on allume la télé dans la chambre d'hôtel pour découvrir la nature des publicités politiques. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment une spécificité américaine assez dingue. Dans les derniers mois et plus particulièrement dans les dernières semaines précédant l'élection, sur toutes les chaînes de télévision, donc que ce soit les chaînes locales ou les chaînes nationales de type CNN, Fox News, etc., il y a une abondance de publicité politique par les deux partis qui financent énormément de spots publicitaires, souvent assez courts. Et c'est une bonne manière quand on débarque de se faire une idée de quels sont les sujets qui sont voilà, les plus présents, notamment à la télé, avant d'aller les voir en meeting, avant d'aller parler avec les gens, avant d'aller sur le terrain. Et j'ai été frappé dès le premier soir, quand je suis arrivé à Phoenix la semaine dernière, de voir qu'il y avait des pubs sur l'immigration dans le camp républicain. En fait, c'est vraiment les républicains qui en font un sujet de campagne. Les démocrates essayent plutôt de défendre le bilan de Joe Biden, qui n'est pas si mauvais sur le plan économique et social notamment. Les républicains, ici en Arizona, il y a vraiment une focalisation sur la situation à la frontière, avec notamment l'utilisation du terme d'invasion. Donc on est vraiment dans un langage presque guerrier, avec la volonté de protéger le pays. On est vraiment dans la droite ligne de ce que Trump a mis en place, à la fois en termes de rhétorique et en termes de réponse, avec son mur à la frontière. Il y a des portions de murs qui ont été construites en Arizona. La construction du mur a été arrêtée par Joe Biden dès le premier jour de son mandat. Et du coup, les républicains en font un argument massif en accusant le camp démocrate de laisser les frontières ouvertes, de vouloir voilà, laisser la porte ouverte à tout le monde, et y compris aux criminels, et y compris aux drogues qui rentrent dans le pays, ce qui est une réalité. On sait qu'il y a évidemment un trafic de drogue important entre le Mexique et les États-Unis. Et donc c'est vraiment un sujet qui est très présent, et ce qui l'a rendu encore plus présent ces jours-ci. J'ai eu entre guillemets un peu de chance parce que ça s'est passé pile quand j'arrivais en Arizona, donc c'était pas prévisible. Le gouverneur sortant de l'Arizona, qui s'appelle Doug Ducey, qui ne se représente pas, donc le gouverneur, il faut se dire en caricaturant, c'est un peu le président de l'Arizona. C'est celui qui a le plus d'autorité sur l'État dans un système très décentralisé où voilà, les États ont certains pouvoirs, certaines prérogatives. Il a décidé de combler des passages de frontières qui n'étaient pas protégés ou protégés par des barbelés en mettant des containers, donc des containers industriels, le long de la frontière sur deux portions différentes, dont l'une où j'ai pu me rendre mercredi matin. Donc c'est un énorme chantier avec des camions qui traversent une forêt nationale protégée pour aller emmener des containers et ensuite des gars qui les installent un par un sur deux niveaux avec des rouleaux de fil barbelés, etc. Ce qui est intéressant, au-delà de la symbolique de mettre un mur que l'administration Biden ne voulait plus construire, c'est qu'ils le font sur des terres fédérales. Il faut savoir que la frontière fédérale, il y a une bande tout le long de la frontière dans tous les États qui est sous contrôle du gouvernement fédéral et non pas des États où elle se trouve. Et en plus, il se trouve que c'est dans une forêt nationale qui est donc sous l'autorité d'une agence fédérale qui gère les forêts. Donc en fait, le gouverneur de l'État a dit, moi je vais mettre des containers à cet endroit-là, mais il le fait en toute illégalité puisque c'est des terres sur lesquelles il n'a pas d'autorité. Donc il y a en plus un processus judiciaire qui a été lancé par le gouvernement fédéral qui lui a demandé d'enlever les containers, lui a dit qu'il ne le ferait pas. Donc c'est aussi une manière d'incarner comment c'est une bataille de souveraineté presque entre les États, et c'est le cas du Texas, c'est le cas du Nouveau-Mexique, c'est le cas de l'Arizona, et le gouvernement fédéral. Et ensuite, évidemment, il le fait à 10 jours des midterms, donc c'est une volonté de marquer des points politiquement, d'avoir des belles images de containers et de pouvoir dire, regardez, nous, on agit à la frontière, on met des containers pour empêcher les migrants de passer. Juste une dernière chose, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut imaginer que cette frontière en Arizona, c'est en grande partie un désert, des montagnes. Et donc, il met des containers, mais moi, j'ai pu marcher. En fait, il y a un moment où on arrive sur un flanc de montagne. Et donc, forcément, on ne peut pas mettre des containers sur un flanc de montagne. Donc, il y a une ligne de containers. Et puis, d'un coup, la ligne de containers s'arrête. Et en fait, là, c'est une ligne barbelée simple que moi, j'aurais pu escalader sans me blesser. Donc, il y a un côté absurde de mettre ces containers-là, alors que un peu à gauche ou un peu à droite, on peut assez facilement passer autour. Donc, c'est vraiment de l'ordre du débat politique et une manière de mettre l'accent sur ce sujet à peu de frais. Et ça fait écho à comment d'autres sujets sont instrumentalisés dans d'autres régions qui se sentent probablement moins concernées par l'immigration illégale.
notamment la question de la sécurité. Si on va dans des zones où il y a des courses qui sont très... Enfin, des courses, pardon, c'est un anglicisme, où il y a des duels qui sont très contestés sur la question de la sécurité. On l'a vu dans le Wisconsin, par exemple. On le voit dans le Wisconsin, par exemple. Ce qui est intéressant, je reviens sur cette histoire de frontières parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ces 3200 kilomètres, je crois, de frontières entre le From Sea to Shining Sea, entre la Californie et le Texas. C'est que, évidemment, il y a des zones entières où il n'y a aucune frontière physique. Ça a toujours été le cas. Et donc là, bon, c'est juste pour souligner le côté opération de communication totale et instrumentalisation à la veille de ces élections. On va dézoomer un petit peu pour expliquer un peu pourquoi est-ce que tout ça est important. Toi, Fred, tu as été correspondant aux États-Unis pendant 5-6 ans, je me rappelle plus, 5 ans. Donc là, concrètement, ce sont les troisièmes midterms que tu suis, que tu couvres. En quoi celles-ci, tu les trouves différentes des précédentes? C'est vrai qu'on a tendance à toujours articuler ces élections qui sont un peu bizarres d'un point de vue français parce qu'elles tombent un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe en plein milieu d'un mandat présidentiel. Généralement, ce qu'on en dit, c'est quelle va être la marge de manœuvre pour le président en place, pour l'exécutif en place. Donc là, aujourd'hui, Joe Biden, un président démocrate, qui, à son arrivée à la Maison-Blanche en 2020, lors d'une élection qui a été très contestée par le camp républicain, qui a mené, on le sait, à l'assaut du Capitole du 6 janvier. Quand Biden est élu, il conserve la chambre que les démocrates avaient réussi à arracher lors de ce qu'on avait appelé la vague bleue en 2018. Même si l'écart entre les deux camps s'est resserré, je crois qu'il ne restait plus que 10 sièges d'écart entre les républicains et les démocrates à la Chambre. Et il arrive à avoir une égalité parfaite, 50-50 au Sénat entre le camp républicain et le camp démocrate. Ce qui est une situation qui est très inconfortable parce que même si on dit qu'il y a une majorité théorique pour les démocrates, puisque la vice-présidente Kamala Harris peut voter quand il y a égalité entre les deux camps. Mais ça a déjà montré un peu les limites de l'exercice, puisque pour beaucoup de procédures, on a besoin d'avoir une majorité à 60 que les démocrates n'avaient pas. Donc, tout ça pour poser le contexte. Mais donc, d'habitude, ces élections de mi-mandat, on se dit, voilà, c'est un moment d'évaluation de la performance du président américain. Et donc son bilan sur 2 ans, évidemment, tout ça est passé très très vite. Et maintenant, quelle va être sa marge de manœuvre puisque le président doit travailler main dans la main avec le Congrès pour la plupart de ses décisions. Et souvent, on se dit après, bon, bah voilà, s'il a perdu une chambre ou les 2 chambres, ou si au contraire, le camp présidentiel l'emporte dans les 2 chambres, on peut voilà, jauger de la marge de manœuvre du président, est-ce qu'il va pouvoir mettre en place son agenda, etc. On sait que là, dans les cas de figure qui se présentent, le plus probable semble que le camp démocrate va perdre la Chambre des représentants, la majorité à la Chambre. Sur le Sénat, c'est très, très disputé. Mais enfin, là, on regardait tout à l'heure les projections sur le Sénat semblent être quand même très favorables au camp républicain à ce jour, selon les sondages, évidemment. Et toi, tu me disais, mais en fait, là, on va peut-être pas parler de ces midterms avec ce prisme-là. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais. Bah, ce prisme-là existe toujours parce qu'évidemment, à très court terme pour les 2 prochaines années, l'enjeu, notamment sur le plan du fonctionnement du pays, c'est voilà, est-ce que Biden aura encore la possibilité de faire passer des lois au Congrès? La réponse est très probablement non, puisqu'il risque, comme tu l'as dit, de perdre la majorité à la Chambre des représentants. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Maintenant, c'est vrai que les démocrates, notamment, ont choisi de faire campagne, et plutôt à juste titre, vu les adversaires et le programme de leurs adversaires en face, sur une perspective un peu plus longue, qui est la menace ou les risques que font peser certains des candidats républicains sur le fonctionnement même du système démocratique américain. C'est pas quelque chose de nouveau, on l'a longuement documenté et depuis longtemps dans Libération sur les tactiques républicaines pour limiter le droit de vote, pour redécouper les circonscriptions et faire que le jeu soit un peu pipé en défaveur des démocrates avant chaque élection. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ce qui est nouveau depuis 2020, c'est la contestation de l'élection. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un système un peu étrange et dangereux d'un parti qui, dans sa majorité, refuse
de reconnaître qu'il a perdu une élection, en l'occurrence l'élection de Joe Biden en 2020, que Donald Trump et tous ses suiveurs, dont beaucoup de candidats aujourd'hui à ces élections de mi-mandat, continuent de dire qu'elles étaient volées, qu'elles ont été truquées, que du coup Joe Biden n'est pas le président légitime et que c'est Donald Trump qui aurait dû être réélu. Donc avec ce contexte-là, ce que les démocrates mettent en avant, c'est que dans pas mal d'États, et c'est particulièrement fort en Arizona, il y a des candidats qui non seulement reprennent cette rhétorique de l'élection volée, mais qui même disent ouvertement, moi, ma mission, si je suis élu, c'est d'être sûr que Donald Trump gagnera l'élection en 2024. Sauf que ces candidats-là, s'ils sont élus, ils vont occuper des postes où ils auront un rôle dans le fonctionnement même des élections. Si je prends l'exemple de l'Arizona, les trois principaux candidats, si on exclut le sénateur qui va se présenter contre un sénateur sortant démocrate, Kari Lake, qui est la candidate pour être gouverneur, Abe Hamadeh, qui est le candidat pour être le ministre de la Justice de l'Arizona, le troisième pour le poste de Secretary of State, qui s'appelle Mark Finchem, sont trois personnes qui, s'ils sont tous élus, contrôleront en 2024 tous les leviers de l'appareil électoral américain, c'est-à-dire l'organisation des élections, comment le scrutin est mené à bien, où est-ce qu'on met des bureaux de vote, etc., la certification des résultats et l'envoi final des résultats par la gouverneure qui signera le document, qui partira au Congrès américain pour dire c'est bien un tel ou un tel qui a gagné l'élection. Donc ça pose une vraie question de se dire si ces trois personnes arrivaient à gagner leur course, enfin leur scrutin, est-ce qu'ils mettraient en place en 2024 un système électoral qui d'une certaine manière serait un peu parallèle, peu importe comment les gens auront voté, peu importe le nombre de bulletins de vote pour un tel ou un tel, ils auront décidé que c'est Donald Trump qui doit gagner, donc si Donald Trump est candidat, c'est Donald Trump qui sera leur vainqueur. Ça peut paraître un peu dingue, mais c'est vraiment ce que certains ont essayé de faire déjà en 2020, de manière totalement amateur. Et là, on a l'impression qu'on est passé en l'espace de 2 ans d'un truc amateur fait dans l'urgence face à la défaite de Trump à un système qui pourrait vraiment devenir un système institutionnalisé dans quelques États, dont l'Arizona, où ils auraient la mainmise totale sur l'organisation des élections. Et donc, ça pose une vraie question sur si on ne peut plus voter, si l'élection effectivement n'est plus fiable, à quel point la démocratie américaine va mal. Et donc, les démocrates mettent vraiment l'accent sur cette menace. Et c'est pour ça que ces midterms sont uniques dans l'analyse qu'on peut en faire et pas seulement politique sur les rouages du Congrès. Juste, j'en profite pour dire là, à tous les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, de ne pas hésiter à poser des questions sur Instagram. Mais d'ailleurs, oui, tu dis que les démocrates mettent l'accent là-dessus. Je crois que Joe Biden a fait un discours dessus hier ou avant-hier, je perds un peu le compte. Il parlait de 300 candidats environ qui sont ce qu'on appelle aux États-Unis des election deniers, donc des gens qui n'ont toujours pas à ce jour reconnu la victoire de Joe Biden en 2020 et qui sont candidats à des scrutins. Donc, parce que voilà, je ne l'ai pas précisé, mais dans ces midterms, outre les élections pour les deux chambres, il y a également un tiers de postes de gouverneur, je ne me rappelle plus du chiffre, excusez-moi pour l'amateurisme, mais il y a un certain nombre de postes de gouverneurs qui sont remis en jeu. Les secrétaires d'État, qui sont donc vraiment très importants pour la bonne marche des élections, puisque tout est géré État par État, c'est un État fédéral. Et ensuite, se multiplient ces élections, l'équivalent des élections au Congrès, mais à l'intérieur des congrès de chaque État. Donc, il y a énormément de niveaux, il y a énormément de scrutins à surveiller en même temps, parce qu'il va y avoir des cas de figure où des gouverneurs démocrates, je pense au Wisconsin par exemple, qui est un État très important cette année, qui l'est toujours pour plusieurs raisons, mais qui l'est beaucoup cette année, où on va se retrouver avec un gouverneur démocrate qui va probablement perdre, où les républicains vont probablement avoir une super majorité au Congrès du Wisconsin, et le gouverneur ne pourra plus rien faire. Qui est un cas de figure qui pourrait se présenter à l'échelle fédérale, à l'échelle de Biden face à un Congrès où lui n'aura comme pouvoir par rapport au Congrès que son droit de veto, sachant que le Congrès en face pourra totalement paralyser son action. Donc on a à la fois tous ces verrous-là en termes d'agenda politique, et ensuite on a tout ce dont tu viens de parler, qui sont les différents niveaux de contrôle de l'exercice démocratique lui-même de l'élection aux États-Unis. Donc c'est un enjeu très fort. C'était des choses qui étaient effectivement en germe en 2020.
dans certains États, dans le Michigan et dans l'Arizona déjà, hein, c'était voilà, où il y avait des gens qui manifestaient aux abords des bureaux de dépouillement, qui avaient essayé d'arrêter le décompte des bulletins, ou après beaucoup de théories du complot qui étaient nées de soi-disant vidéos qui montraient du bourrage d'urnes ou des employés mal intentionnés qui auraient manipulé les résultats de l'élection. Donc on est dans ce contexte-là de déni d'une élection légitime en 2020 et d'une préemption de cette légitimité pour les scrutins à venir. Et ce climat-là a été aussi très... c'est révélé, la violence de ce climat-là aujourd'hui aux États-Unis, elle a été cristallisée par l'attaque il y a quelques jours de Paul Pelosi. Ça, je pense qu'il faut qu'on en parle aussi parce que ça montre un peu dans quel degré de délire la politique américaine est hein, depuis les années Trump. Donc Paul Pelosi, c'est le mari de Nancy Pelosi, qui est la speaker de la Chambre, donc troisième personnage de l'État américain. Donc il y a un monsieur dont le nom m'échappe qui est rentré, qui voulait agresser physiquement Nancy Pelosi, qui était à Washington à ce moment-là et non à San Francisco dans sa circonscription. Et il a donc attaqué au marteau le mari de Nancy Pelosi. Est-ce que toi, tu constates un peu ce climat de tension dans tes interviews quand tu parles notamment à des supporters républicains? Est-ce que tu as eu des difficultés d'accès? Je sais que moi, les derniers mois où je travaillais aux États-Unis, je trouvais ça de plus en plus difficile de parler à des électeurs républicains qui étaient dans un délire de toi, t'es un média, t'es fake news, je te parle pas, voire plus violent que ça, hein, je veux dire, en allant jusqu'au 6 janvier, où les choses ont été très, très violentes, notamment entre les manifestants et les journalistes. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as constaté ces derniers jours? Pour l'instant, disons que j'ai fait 2 meetings républicains, puisque j'ai passé pas mal de temps à la frontière pour travailler sur le sujet de l'immigration. Mais quand j'étais à Phoenix la semaine dernière, j'ai fait notamment un meeting de Kari Lake, donc la candidate pour le poste de gouverneur. Ce qui est intéressant, en fait, et en ça, les candidats républicains reprennent beaucoup les méthodes de Trump au-delà de sa rhétorique et de son idéologie. C'est-à-dire que c'est devenu un peu la figure de style imposée dans les meetings, de faire siffler, de critiquer assez ouvertement et de manière assez agressive les journalistes. Donc, il faut imaginer une salle, là, en l'occurrence, c'était une salle qui contenait à peu près 200 personnes, donc ça ressemblait à une salle des fêtes. Ils mettent ensuite à l'arrière de la salle les journalistes avec un petit truc un peu surélevé pour que les journalistes qui ont des caméras les installent. Donc on est un peu parqué dans un enclos et c'est assez volontaire. Et ça permet à la salle, donc en gros nous on est à l'arrière, on voit la foule qui regarde devant le candidat ou la candidate qui parle. Et à plusieurs reprises pendant son intervention, elle va s'en prendre ouvertement aux médias en nous pointant du doigt. Là je me souviens qu'elle est arrivée, elle a dit « Ah, salut tout le monde !» Dis donc, je vois plein de propagandistes, des fake news derrière. Bienvenue à vous aussi. Donc, c'est toujours fait un peu avec le sourire, un peu de manière ironique, sauf qu'elle le dit une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois pendant son intervention qui va durer 15 minutes. Il y a souvent un moment, et Trump faisait ça tout le temps, où ils mettent un peu plus l'accent sur ça et ils incitent la salle à se retourner, à nous regarder, à nous dire regardez les propagandistes, regardez les journalistes fake news. N'hésitez pas à les siffler. Et donc là, on se retrouve, nous, avec ces 200 personnes, mais dans les meetings de Trump, c'est 15 000 personnes qui se retournent et qui vous disent, qui vous sifflent, qui vous font des doigts d'honneur, qui vous montrent du doigt. Donc en fait, ça installe un espèce de climat, déjà pas très agréable, même si moi j'ai fini par en rire tellement c'est caricatural. Là où c'est un peu compliqué pour répondre à ta question sur l'accès, c'est qu'une fois que le meeting se termine, nous évidemment, on vient voir les meetings pour entendre les candidats. Si c'était que pour ça, on pourrait les regarder à la télé. L'intérêt de venir à un meeting, c'est de pouvoir parler aux gens. Et donc, à la fin du meeting, on se retrouve à aller alpaguer un peu comme ça des gens par hasard et leur dire voilà, bonjour, je suis journaliste, je viens de France, je suis reporter pour Libération, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Et on sent bien que forcément, ça fait 1 heure qu'ils entendent candidat après candidat critiquer les fake news médias. Eux, dans leur tête, quand on vient les voir, ils se disent bah non, en fait, j'ai pas envie de te parler parce que tu es journaliste et même si tu es français, les journalistes, vous êtes tous pareils. De toute façon, vous êtes anti-Trump et vous faites partie du problème. Donc, c'est en ça que c'est plus compliqué. Moi, j'ai pas senti d'agressivité. J'arrive toujours à avoir 1 ou 2 personnes qui sont un peu plus
voilà, un peu plus tolérante ou intelligente que la moyenne et qui accepte de faire une interview. Mais c'est vrai que c'est en ça que ça a rendu le job un peu compliqué. Et après, sur le niveau de violence en Arizona, très rapidement, c'est vrai qu'il y a eu ces histoires de gens qui vont surveiller les urnes, qui est un truc complètement dingue. Il faut savoir qu'il y a des urnes très sécurisées qui sont placées à quelques endroits dans les différents comtés où les gens peuvent aller déposer leur bulletin par correspondance par anticipation. Et dans les théories du complot, il y a ce bourrage d'urnes dont tu parlais. Et donc, on a vu des gens armés qui se sont mis à proximité des urnes, des gens qui filmaient les gens qui venaient voter, qui prenaient en photo leur plaque d'immatriculation, à tel point qu'il y a eu une procédure en justice et qu'un juge fédéral a fini la semaine dernière par ordonner à ces groupes de surveillants des élections de prendre un peu de recul, beaucoup de recul s'ils étaient armés. Parce qu'il faut savoir que l'Arizona, c'est un État où on peut se balader librement avec un fusil semi-automatique en bandoulière. Donc vous imaginez, vous, aller voter, déposer votre bulletin dans une urne, et puis vous voyez, à la limite, c'était 23 mètres, la limite légale au départ, qui a été repoussée depuis. Vous avez à 25 mètres un type qui est à l'arrière de son pick-up avec un fusil semi-automatique en tenue de camouflage, avec un foulard qui lui masque le visage et une casquette, et qui vous prend en photo. Donc il y avait ce côté intimidation, et c'est vrai que c'est en ça qu'il y a toujours cette crainte de violence, de dérapage, de débordement, et on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais ils ont préparé le terrain pour une contestation des résultats s'ils ne gagnent pas. Donc, on peut s'imaginer que les scènes qu'on a vues en 2020 avec ces hommes, armés ou pas, qui viennent protester, elles se reproduiront peut-être la semaine prochaine à Phoenix où je serai. Oui, alors on n'a pas précisé, il me semble, en amont, dans ce que, pour que les gens qui nous suivent comprennent, aux États-Unis, le vote anticipé est très développé parce qu'il y a énormément, déjà beaucoup de gens qui votent, hein, c'est un grand pays. Ensuite, il y a des enjeux de territoire et puis surtout, comme je l'expliquais au début, il y a énormément d'élections qui se tiennent en même temps. Et c'est une tendance qui a été renforcée beaucoup avec la pandémie puisque l'élection de 2020 a eu lieu pendant un gros pic de Covid, qui avait même mis en doute les conditions de la tenue de l'élection à l'époque, ce qui a beaucoup boosté la pratique du vote anticipé par correspondance ou en personne. Est-ce que tu peux expliquer les deux, ces modes de Ouais. vote? Alors, ça dépend des États. Chaque État a ses propres méthodes. Certains autorisent, la majorité autorise le vote par anticipation, certains plus par courrier, d'autres en personne. Les dates de début de scrutin ne sont pas les mêmes selon les États, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a des bureaux de vote qui sont ouverts plusieurs semaines avant les élections, où les gens peuvent aller voter, soit en machine électorale, soit avec un bulletin, donc machine électronique ou bulletin selon les États. Et ensuite, il y a le vote par correspondance, où les gens doivent demander un bulletin, ils le reçoivent à leur domicile, ils le remplissent. Soit ils le postent dans un bureau de poste classique. Donc, c'est une enveloppe sécurisée avec un code barre individualisé. Il se trouve que j'ai pu visiter la semaine dernière à Phoenix l'entreprise, une des grosses entreprises américaines qui imprime ces bulletins de vote, qui imprime les enveloppes et ils organisent des visites comme ça, notamment pour les médias, pour montrer à quel point le processus est sécurisé. C'est pas n'importe qui peut prendre un bulletin et puis le déposer. Il faut qu'il y ait la signature qui soit confirmée, il faut que le code barre corresponde. Il y a ensuite un check qui est fait quand le bulletin arrive dans le bureau des élections. Donc c'est évidemment un processus qui est extrêmement sécurisé, qui existe depuis très longtemps. Et donc voilà, il y a le vote par courrier, soit en le déposant au bureau de poste, soit en le déposant dans des urnes qui sont ensuite relevées régulièrement par le personnel électoral qui va mettre les bulletins. Dans certains États, les bulletins commencent à être dépouillés en amont. Dans d'autres, ça commence uniquement le jour de l'élection. Ça explique aussi pourquoi les résultats des élections sont souvent assez longs à arriver. Parce que, par exemple, en Pennsylvanie, ils accumulent des millions de bulletins anticipés qui arrivent, mais ils n'ont le droit de commencer à les dépouiller que le jour de l'élection. Donc voilà, c'est un système extrêmement compliqué. C'est vrai que vu de France, où on va tous voter un dimanche en personne et où il n'y a pas de vote électronique, il n'y a pas de vote anticipé, ça peut paraître un peu bizarre. Après, il faut savoir que le vote a lieu un mardi, que ce n'est pas un jour férié. Donc pour les gens qui travaillent, c'est compliqué. Et puis voilà, comme tu disais, il y a énormément de gens qui votent. On parle de plusieurs centaines de millions de personnes, ou en tout cas entre 100 et 200 millions de personnes selon les élections. Donc ce serait extrêmement compliqué à organiser en une seule journée. Et ça n'a jamais posé de problème avant les premières contestations de Donald Trump, et que ce soit les républicains ou les démocrates, notamment les personnes un peu âgées ou les personnes qui travaillent à des horaires où ils ne peuvent pas aller voter. Énormément de gens utilisaient ce mode de scrutin et ça n'avait jamais vraiment été un souci avant avant qu'il y ait ces premières théories du complot, comme quoi ça servait aux démocrates à bourrer les urnes et à truquer l'élection. Donc, Et là, on a vu que selon les derniers comptages et les estimations qui sont faites, il y aurait au moins 35 millions
d'Américains qui auraient déjà voté voilà, pour une Ouais. élection qui se tient mardi prochain. C'est énorme. On a eu une question intéressante que je te pose. Comment expliquer que l'aile droite du Parti républicain mobilise plus que les démocrates et les indépendants? Mobilise plus que les démocrates et les indépendants? Voilà. Alors, j'imagine plus en termes de mobilisation, en tout cas de visibilité là en amont, parce qu'on on peut pas le dire en termes de mobilisation électorale dans les urnes. On n'a pas les moyens de le dire, mais en termes de meeting, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as observé déjà? Est-ce que tu vois plus de gens dans les meetings républicains que dans les meetings Alors, démocrates? pour l'instant, j'ai pas fait de gros meetings. Par gros meeting, j'entends un meeting de Donald Trump, un meeting de Barack Obama. Il se trouve que Julien, notre correspondant aux États-Unis permanent, va en faire deux samedi. Obama le matin, Trump le soir, qui viennent tous les deux dans la région de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où il est. Donc, ces meetings-là sont souvent voilà, très suivis parce que la personnalité qui vient parler va attirer beaucoup de gens. Là, moi, j'ai été surpris, par exemple, le meeting de Kerry Lake, c'était une salle relativement petite. Alors, elle fait des meetings tous les jours, donc forcément, il ne peut pas y avoir 4000 personnes tous les jours. Mais il y avait 150 personnes, la salle n'était pas tout à fait pleine. Hier soir, j'étais à un meeting de Mark Kelly, qui est le sénateur démocrate, l'un des deux sénateurs démocrates de l'Arizona, qui est donc en lice pour sa réélection là, la semaine prochaine, ici à Tucson, dans une salle de concert. Et il y avait à peu près la même quantité de gens. Donc, je ne vois pas pour l'instant, moi, là, à mon niveau en Arizona, de grosses différences de mobilisation en termes de meeting. Après, on sait que depuis la pandémie notamment, et l'élection de 2020 était très révélatrice de ça, les démocrates refusaient, mais assumaient de ne pas faire de meeting pour des raisons de santé publique, parce que malheureusement, les démocrates sont plus sensibles au risque du Covid, et l'étaient à l'époque beaucoup plus que les républicains. Et c'était un argument des républicains de dire, bah, regardez, les meetings de Trump, il y a 10 000 personnes, et Joe Biden, il fait un meeting avec 50 personnes qui sont dans des voitures. C'était les scènes un peu dingues où les gens venaient avec leur voiture pour respecter la distanciation. Donc ça, évidemment, ça a un peu changé. Le risque du Covid est beaucoup moins fort. Mais moi, je le vois encore au meeting démocrate. On voit plus de gens qui portent le masque. Il n'y en a évidemment aucun dans le camp républicain. Je pense que cette chose-là, un peu infusée, où les démocrates font pas mal de choses en ligne. Ils font de la mobilisation, ils font des appels. Voilà, il y a un peu moins d'opérations de porte-à-porte, de choses en personne comme on pouvait le voir avant. Donc ça peut peut-être expliquer pourquoi on a ce sentiment en termes d'image de moindre mobilisation des démocrates. Après, l'élection de 2020 a bien prouvé que les démocrates qui avaient très peu fait campagne par rapport aux républicains, en tout cas sous forme de gros meetings, ça ne les a pas empêchés de remporter l'élection présidentielle avec un nombre de voix record dans l'histoire des États-Unis. Donc, c'est toujours difficile de doser la mobilisation par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, parce que c'est un immense pays avec des situations très diverses, beaucoup de gens qui votent aussi par anticipation, beaucoup de gens qui votent pas. Donc c'est toujours un peu difficile. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une surmobilisation du côté républicain, même si les sondages leur sont favorables. Mais après, bon, on pourrait parler du fait que les midterms sont globalement toujours défavorables au parti au pouvoir. Et a priori, ces élections-là ne vont pas faire exception. Mais ce n'est pas forcément un signe de la puissance de la droite extrême républicaine. Il faudra peut-être attendre 2024 pour savoir s'il y a vraiment quelque chose à chercher de ce côté-là. Et pour conclure ce live, j'en profite pour dire que donc 2024, le New York Times vient de dire que Trump allait annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. On verra, il y a aussi de la contestation dans le camp républicain, puisque je dirais, il a des challengers, notamment Ron DeSantis qui est en Floride aujourd'hui. Mais voilà, peut-être un retour en force de Donald Trump dans 2 ans. Merci Fred, on va te laisser aller prendre ton petit déjeuner puisqu'il est 9 h du matin en Arizona. Merci Merci beaucoup. beaucoup Fred, bon courage. Bonne journée à vous. Au Merci. revoir, bonne journée, merci d'avoir suivi notre live.